Le moment où l'enfant apprend à se désigner et à dire « je » n'est pas un simple jalon cognitif. C'est une scission ontologique. Avant cela, il n'y avait que flux, sensation, réponse, présence continue. Puis surgit un centre fictif qui observe le monde comme quelque chose d'externe. Cette fracture ne se produit pas dans le corps mais dans l'interprétation du corps. L'organisme reste entier mais le récit crée un point imaginaire de commandement. Un gestionnaire invisible qui croit être en contrôle de tout. C'est là que naît l'angoisse primordiale car toute séparation exige une défense. Cette naissance du jeu n'est pas accompagnée d'un manuel. L'esprit construit son identité à partir de reflets d'autrui, d'attentes sociales et de souvenirs fragmentés. Chaque compliment renforce le personnage. Chaque rejet l'endurcit. Peu à peu, l'individu confond survie psychologique avec vérité existentielle. Il commence à défendre sa propre image comme s'il s'agissait de sa propre vie. Créant des conflits là où il n'y avait auparavant que différence. Créant des ennemis là où il n'y avait auparavant que d'autres mouvements du même tout. La psychanalyse révèle que ce jeu n'est pas une entité stable. C'est un accord temporaire entre impulsion, désir et peur. Lorsque cet accord se rompt, surgissent crise, anxiété, dépersonnalisation. Des symptômes qui n'indiquent pas un échec mais une proximité de la vérité. La souffrance apparaît lorsque le personnage réalise qu'il n'est pas solide. Qu'il dépend constamment de validation externe pour continuer à exister. Et cette dépendance génère un épuisement chronique. La fracture originelle reste invisible car tous autour partagent la même illusion. La société entière tourne autour de la maintenance de ce personnage. Des systèmes économiques, moraux et culturels renforcent l'idée d'un individu isolé responsable de tout ce qu'il ressent. Le résultat est une humanité hyper responsable et profondément déconnectée. Se blâmant elle-même pour une douleur qui naît d'une prémisse fausse. Le langage surgit comme un outil d'orientation mais devient rapidement un instrument de confinement. En nommant quelque chose, l'esprit croit le comprendre. En disant « je », la conscience croit se localiser. Mais chaque mot est une réduction. Une carte n'est jamais le territoire. Pourtant, l'être humain commence à vivre à l'intérieur de la carte. Oubliant que l'expérience directe précède toute description. Chaque phrase internalisée façonne la perception du monde. Je suis un cible, Je ne peux pas cela, J'ai toujours été de cette façon. Ces sentences semblent inoffensives mais fonctionnent comme des grilles conceptuelles. L'esprit agit selon des étiquettes qu'il a lui-même créées. Et plus il répète, plus elles semblent réelles. Le miroir du langage ne reflète pas ce que vous êtes. Il produit ce que vous croyez être. À un niveau profond, l'inconscient ne parle pas en mots. Il parle en images, sensations, impulsions. Lorsque le langage tente de capturer ce flux, il le fragmente. Des conflits internes surgissent car la vie ne tient pas dans des phrases. Les rêves rompent cette prison temporairement. Ils montrent une réalité symbolique où le jeu se dissout et se transforme sans demander la permission. Révélant que l'identité fixe est une construction artificielle. La tragédie moderne est de confondre description et existence. Croire que ce qui peut être dit est tout ce qui existe. Le silence précédant les mots est ignoré. Mais c'est là que l'unité demeure intacte. Tandis que l'esprit parle, l'univers s'écoute lui-même. Lorsque la parole cesse, il ne reste que le mouvement total, sans centre, sans marge. L'ego n'est comme une fonction adaptative. Un système de référence nécessaire pour naviguer dans le monde social. Mais il assume rapidement le rôle de souverain. Exige une loyauté absolue. Transforme toute remise en question en menace. Sa logique est simple, exister, c'est être reconnu. Disparaître, c'est ne pas être vu. Ainsi, il crée une surveillance constante sur les pensées, émotions et comportements. Ce mécanisme génère une vie basée sur la comparaison. L'autre devient miroir et tribunal. Succès et échec cessent d'être des expériences et deviennent des identités. La personne ne fait pas d'erreur, elle est une erreur. La personne ne gagne pas, elle est supérieure. L'ego ne cherche pas la vérité, il cherche la continuité. Et pour continuer, il a besoin de conflit. Il a besoin d'opposition. Il a besoin de peur.
La psychologie profonde observe que plus l'ego est rigide, plus il est fragile. De petites frustrations provoquent des effondrements émotionnels disproportionnés. Les critiques sonnent comme des attaques existentielles. Car elles n'atteignent pas une action mais le personnage entier. Derrière l'arrogance, il y a souvent de la terreur. La peur que sans le masque, il ne reste rien. La prison de l'ego est sophistiquée car elle semble être une protection. Abandonner le personnage sonne comme une mort symbolique. Mais ce qui meurt n'est pas la conscience. C'est le récit. Lorsque l'ego se détend, surgissent soulagement, expansion, spontanéité. Signe que la prison n'a jamais été nécessaire. Juste habituelle. L'esprit croit être l'auteur de ses propres pensées. Mais observez avec honnêteté. La prochaine pensée surgit sans avertissement, comme un son lointain ou un souvenir involontaire. Personne ne décide ce qu'il va penser ensuite. L'idée de contrôle est construite rétrospectivement, après que la pensée soit déjà apparue. Cette illusion d'autonomie soutient la culpabilité et la fierté. Des émotions qui n'ont de sens que s'il y a un agent séparé aux commandes. Lorsque quelque chose tourne mal, le jeu se punit. Lorsque quelque chose va bien, le jeu s'exalte. Les deux dépendent de la même illusion. Celle qu'il existe un centre fixe prenant des décisions isolées du tout. La névrose du contrôle se manifeste dans la tentative obsessive de prévoir l'avenir. Planifier chaque détail et éviter les risques émotionnels. Mais la vie fonctionne comme un système complexe imprévisible. Plus l'esprit essaie de dominer, plus il devient anxieux. Car le réel ne répond pas aux commandes. Seulement aux participations. Le soulagement commence lorsque le contrôle est vu comme un mythe fonctionnel. Utile dans des contextes pratiques mais faux en termes absolus. La respiration se produit sans gestionnaire. Le cœur bat sans supervision. De la même manière, l'existence se déplace d'elle-même. Reconnaître cela ne génère pas de passivité. Cela génère confiance dans le flux plus grand qui a toujours été en opération. La croyance en la séparation n'est pas individuelle. Elle est enseignée, renforcée, récompensée. Dès le plus jeune âge, on apprend que rivaliser, c'est survivre. Que gagner, c'est exister. Que perdre, c'est disparaître. Cette pédagogie crée des sujets fonctionnellement efficaces et émotionnellement amputés. Déconnectés de la totalité qui les soutient. La psychologie sociale montre que les comportements considérés comme normaux sont souvent des symptômes collectifs. Anxiété chronique, sensation de vide, hyperidentification avec des rôles. Tout cela est traité comme un problème personnel alors qu'en réalité, cela émerge d'une vision fragmentée de la réalité. L'individu porte une culpabilité qui appartient au système. La sensation d'isolement persiste même entouré de personnes. Car le contact se produit entre personnages, non entre présences. Les relations deviennent des transactions. L'affection devient validation. L'amour devient miroir narcissique. Et lorsque le miroir échoue, la relation s'effondre. Non par manque de connexion mais par excès d'attente égocentrique. Appeler cela de la santé mentale est une convention. Mais sous une analyse profonde, il s'agit d'une névrose partagée. Un accord silencieux pour ne pas remettre en question la prémisse de base. Celle que nous sommes des parties disjointes dans un univers indifférent. Rompre cet accord exige un courage psychologique. Car cela dissout l'identité construite. Mais cela met également fin au conflit fondamental.